Le genou est une articulation située à la jonction entre la cuisse et la jambe. Cette articulation permet d'unir le fémur en haut avec le tibia en bas et la rotule en avant. Cette articulation est composée, comme nous le verrons en détail par la suite, du muscle quadriceps qui vient s'insérer sur la rotule et du tendon rotulien ou ligament rotulien qui s'étend de la pointe de la rotule à l'extrémité supérieure du tibia. Tel que nous le montre cette partie de l'animation, il est possible de différencier en avant la région rotulienne et en arrière la région poplitée que l'on appelle également le creux poplité. Cette animation nous montre également la présence de ligaments très puissants qui garantissent la stabilité parfaite à cette articulation du genou. En dehors des ligaments latéraux, sont décrits les ligaments qui sont compris dans l'espace entre les condyles. Il s'agit des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, ligaments qui permettent de s'opposer au mouvement de torsion du genou. En retirant la rotule ainsi que le tendon rotulien en bas, le tendon quadricipital en haut, les ailerons rotuliens internes et externes en violet, nous découvrons l'intérieur du genou que nous allons explorer en détail. Rapprochons-nous de l'intérieur de l'articulation du genou, de façon à mieux visualiser ses composants internes. Précisant que nous avons retiré d'une part la capsule et le fémur que nous voyons s'éloigner. En faisant tourner notre genou sur un axe vertical, il est possible d'observer les principaux éléments que nous avons teintés de façon à bien les individualiser. En vert, le ligament antérieur du genou. En rouge, le ligament croisé postérieur du genou. En marron clair, le ligament latéral interne. En bleu foncé, le ligament latéral externe du côté du péroné. En bleu clair et de forme semi-circulaire, en croissant de lune, il s'agit des deux ménisques, internes et externes. Cette séquence, durant laquelle le fémur a été rendu transparent, nous permet, sous un autre angle, de revoir en violet les ailerons rotuliens, le tendon rotulien et le tendon quadriceps, cette fois-ci de l'intérieur et de l'extérieur. La petite flèche bleue nous indique dans l'ordre l'aileron rotulien externe, le tendon du quadriceps, l'aileron rotulien interne, le ménisque interne, le ligament croisé postérieur en rouge, le ligament croisé antérieur en vert, le ménisque externe et le ligament latéral externe. Pour finir, la flèche bleue survole la cavité glénoïde externe et la cavité glénoïde interne destinée à recevoir les deux condyles fémoraux. Après avoir positionné à nouveau le fémur à sa place normale, la flèche bleue nous indique le condyle fémoral externe, le plateau tibial externe. La flèche bleue va maintenant faire le tour de la partie supérieure du péroné et nous remontre à nouveau les deux cavités glénoïdes creusées dans l'extrémité supérieure du tibia. Et enfin, elle termine au niveau du ligament latéral interne. Voyons maintenant la composition intime du cartilage composant un ménisque. Pour cela, effectuons un zoom à l'intérieur même de ce cartilage. Nous remarquons que celui-ci est composé de petites fibres que nous avons colorées en bleu clair et en bleu foncé. Il s'agit du fibrocartilage, appelé également cartilage fibreux. Le cartilage fibreux contient des chondrocytes, c'est-à-dire des cellules cartilagineuses proprement dites. Elles sont réunies en rangées épaisses qui alternent avec des fibres de collagène. Ceci confère à ce type de cartilage une bonne capacité de compression et une bonne résistance à la tension. Pour toutes ces raisons, le cartilage fibreux rentre dans la composition des ménisques. Il ne faut pas confondre le cartilage des ménisques avec celui, par exemple, qui entre dans la composition de la trachée ou encore du squelette du fœtus, et le cartilage élastique, qui lui est composé essentiellement de fibres élastiques qui donnent entre autres une bonne résistance et une bonne flexibilité
à l'oreille interne et à l'épiglotte. Revoyons les propriétés physiologiques du cartilage constituant le ménisque. Nous remarquons que la pression est exercée par le fémur sur le plateau du tibia. Ceci à la manière d'un pilon, représenté ici par le condyle fémoral, à l'intérieur d'un mortier qui est la cavité glénoïde. Le ménisque en forme de coussinet souple absorbe les pressions du fémur sur le plateau tibial. Voyons maintenant la capsule articulaire qui contient le liquide synovial. Il s'agit d'une gaine fibreuse que nous avons dessinée en bleu clair transparent et qui s'étend de l'extrémité inférieure du fémur à l'extrémité supérieure du tibia. En retirant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, le fémur, nous remarquons que l'insertion de cette capsule sur le tibia se fait de la façon suivante. Elle contourne l'insertion des deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs et coiffe la totalité des deux ménisques. L'infiltration du genou, que ce soit par de la cortisone ou du liquide synovial artificiel, se fait par l'intermédiaire d'une seringue comportant une aiguille qui sert à faire pénétrer ce liquide à l'intérieur de la capsule articulaire, comme nous le montre cette partie de l'animation. Ce geste que l'on appelle infiltration thérapeutique intra-articulaire est indiqué le plus souvent en cas de rhumatisme ou d'arthrose. Les infiltrations thérapeutiques sont fréquemment utilisées en ce qui concerne le genou. Peu douloureuses, elles ne doivent pas être répétées, surtout lorsqu'aucune amélioration n'est observée chez le patient. Voyons maintenant l'arthroscopie du genou. Ce geste consiste à visualiser l'intérieur du genou en utilisant un système optique muni d'un éclairage comme nous le constatons ici et qui permet d'examiner de près le cartilage, la synoviale, les ligaments croisés et les ménisques. Grâce à l'arthroscopie, il est possible d'établir un diagnostic généralement en effectuant une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement. L'arthroscopie permet également de traiter les lésions intra-articulaires, c'est-à-dire à l'intérieur de l'articulation du genou. Voici l'image de l'intérieur de l'articulation du genou telle que nous pourrions l'observer à la place de l'examinateur, c'est-à-dire du chirurgien orthopédiste qui habituellement effectue l'arthroscopie. Cette partie de l'animation nous montre la technique telle qu'elle se pratique au bloc opératoire après avoir procédé à une anesthésie locale du genou et non pas à une anesthésie générale du patient, ce qui lui permet de suivre et de voir les images de son arthroscopie s'afficher à l'écran. Le chirurgien pratique une petite incision qui permet de faire pénétrer l'arthroscope à l'intérieur de l'articulation du genou. Une autre petite incision effectuée à quelques centimètres de là va permettre d'introduire des instruments comme une pince et des ciseaux de façon à intervenir directement à l'intérieur de la cavité articulaire. Ainsi, le chirurgien non seulement peut examiner les cartilages, la synoviale, les ligaments croisés et les ménisques, mais peut également intervenir à l'intérieur en pratiquant une chirurgie intra-articulaire. La majorité des composants de l'articulation sont de ce fait accessibles grâce à l'arthroscopie. C'est ainsi que l'on peut retirer un corps étranger qui bloque l'articulation, rebonneler un ménisque abîmé, le recoudre ou encore l'enlever, comme nous allons le voir maintenant. Il peut également d'ailleurs procéder à l'ablation de la membrane synoviale. Très schématiquement, cette partie de l'animation nous permet de nous faire une petite idée de la technique utilisée par un chirurgien pour retirer sous arthroscopie un ménisque ou une partie de ménisque abîmé, comme par exemple en forme d'anse de seau, et ceci directement dans le genou. Nous constatons donc tout d'abord qu'il fait pénétrer une pince de façon à saisir le ménisque pour pouvoir le manipuler à son gré, puis ensuite des ciseaux pour pouvoir le découper et enfin à nouveau une pince pour le retirer de l'articulation du genou. Et tout ceci se pratique rapidement, ne nécessite pas d'hospitalisation longue et enfin permet au patient de reprendre son activité très rapidement. Les pathologies du genou sont fréquentes. Citons l'entorse du genou bénigne ou grave, qui est le résultat de mouvements de torsion forcés du pied le plus souvent, les lésions du ménisque que nous avons abordées rapidement et qui concernent essentiellement les sportifs de haut niveau, les luxations du genou qui entraînent quelquefois des lésions de l'artère poplitée et du nerf sciatique qui passe derrière le genou, c'est-à-dire dans le creux poplité, nécessitant souvent une réparation chirurgicale. L'arthrose du genou fera l'objet d'une autre vidéo. Voyons pour terminer la rupture du ligament latéral interne qui fait suite à un traumatisme chez un sportif. Comme nous le montrent ces images, un traumatisme violent a lieu,
à la suite de la rencontre brutale entre une masse lourde et la face externe du genou. Nous comprenons aisément que ceci entraîne un bâillement de la partie interne de l'articulation du genou, ce qui aboutit à un étirement excessif du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne. Ceci aboutit à la rupture plus ou moins totale de ces deux ligaments.